Bien, bonjour à tous. Merci de venir suivre la suite de ce cours sur, on va dire, l'anthropocène planétologique. La série de cours, c'était une Terre inhabitable et un ailleurs qui le serait, hein, avec un point d'interrogation. Ce troisième cours va essayer de chercher s'il y a de la vie ailleurs. Donc j'ai intitulé ça un ailleurs habité. Pour résumer rapidement ce qu'on a vu pour l'instant, hein, on a vu une perspective géologique sur l'anthropocène, c'est-à-dire sur la planète Terre, de quelle façon on peut interroger du point de vue de la géologie, donc avec des temps extrêmement longs, et puis de plus en plus longs, parce qu'on peut faire ça à plusieurs échelles, interroger la variation de l'habitabilité de la Terre, essentiellement avec les variations climatiques. Donc j'avais présenté ça, qu'on avait des variations climatiques à toutes les échelles. On a les variations que l'on est en train de créer, il y a les variations glaciaires, interglaciaires sur à peu près quelques centaines de milliers d'années. Il y a des variations beaucoup plus larges qui sont plus liées à la tectonique des plaques, il y a des facteurs vraiment géologiques de temps long sur les échelles plus de 10-100 millions d'années. Et puis depuis le début de l'histoire de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, il y a eu d'autres changements, notamment le Soleil qui est de plus en plus brillant, il y a eu des extrêmes dont j'ai touché deux mots. Dans le deuxième cours, je me suis interrogé sur l'existence possible d'une terre de rechange. Donc c'est un peu provocateur parce qu'on entend parler de choses comme ça dans certaines personnalités. Il y a pas de terre de rechange, c'est ce qu'on a vu. Donc on est allé voir juste à côté les planètes qui ressemblent plus à la Terre, à savoir Vénus ou Mars. Donc Vénus, c'est un enfer chaud à 500 degrés à la surface, qui a perdu la totalité de son eau échappée dans l'espace. Et Mars, c'est ce serait une planète extrêmement froide, gelée, dont il y a encore de l'eau dessus, mais son atmosphère s'est échappée. C'est ce que représentent ces petites images ici. Donc, les atomes partent dans l'espace et il n'y a plus que de l'eau sous forme de glace, même s'il y a eu de l'eau liquide qui a manifestement coulé, puisqu'on en voit des traces. Donc, je résume très rapidement ce que l'on a vu comme ça. Donc ces planètes-là, en tout cas, sont pas des terres de rechange. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est interroger toujours la même problématique, mais on va pas aller voir sur d'autres planètes si ça ressemble à la Terre. On va plutôt se poser la question, finalement, sur Terre, la vie, de quoi elle a besoin, c'est quoi le vivant, et est-ce que, en partant de là, on peut espérer trouver, pas forcément sur les planètes qui sont censées a priori ressembler le plus à la Terre, mais à d'autres endroits, des conditions favorables à la vie. Et on va voir que la réponse est différente. Alors, inhabitable, c'est un peu l'idée, hein. Donc c'est les deux planètes les plus proches, Vénus et Mars, sont inhabitables. Ça dépend pour qui, en fait. Alors, ça va rester inhabitable sur Vénus, hein, je vous rassure, mais le vivant, finalement, on a remarqué depuis qu'on se pose la question qu'il est capable de beaucoup plus que ce qu'on lui donnait a priori. Donc le vivant facile, c'est celui qu'on apprend à l'école primaire, c'est celui d'Aristote, c'est les animaux, les végétaux, c'est des choses macroscopiques que l'on voit tout de suite. Donc on a une vache, on a un petit veau, hein, une vache, ça se reproduit. Donc on a des générations qui se succèdent. C'est la même chose pour les grands végétaux. Donc ici j'ai pris l'exemple d'un chêne, hein, il fait des glands et les glands font des jeunes pousses. Donc cette capacité à se reproduire à l'identique avec des variations, hein, ce qui permet l'évolution, c'est une caractéristique du vivant. Et puis on voit que c'est animé, le vivant, ça bouge. Alors, une vache, c'est évident, un chêne, il y a quand même des pousses qui croissent d'une année à l'autre. Ça bouge. Il y a un petit peu moins évident, parce que ça bouge beaucoup moins, et puis ça a des aspects parfois un peu trompeurs. Donc j'ai parfois ça avec des étudiants, hein, quand on va sur des affleurements géologiques, on a des roches avec des variations de couleurs, et quand on voit ça de loin, on a tendance à vouloir interpréter ça d'un point de vue géologique, et parfois il y a simplement des lichens accrochés sur les murs. Donc c'est un petit exemple que j'ai mis ici. Un lichen, alors ça peut avoir un aspect très justement, ça ressemble à du vivant, hein, ça fait un peu comme des feuilles, donc on s'y trompe pas, mais il y en a d'autres très encroûtants où on peut se laisser avoir. Au microscope, ça se voit mieux. Au microscope, hein, donc il faut grossir l'échelle 100 fois. Hein, donc, il faut n'est pas coutume, au lieu d'allonger les échelles de temps, je réduis les échelles d'espace. Ici, on a une coupe à une épaisseur à peu près d'1 millimètre on pourrait dire une feuille, je dis rapidement, de lichen, avec on voit que c'est un assemblage entre des cellules typiques de champignons et des cellules algaires, ici bien vertes, qui participent l'une avec l'autre, hein, et qui sont en symbiose, qui se nourrissent l'une l'autre. Donc c'est bien quelque chose de vivant.
simplement dans une goutte d'eau, dans une flaque d'eau stagnante, à l'œil on ne voit pas grand-chose, mais au microscope on va trouver assez systématiquement des micro-organismes qui sont facilement visibles au microscope optique. Donc ici c'est des objets qui font de l'ordre de 100 micromètres, donc c'est un dixième de millimètre, c'est juste à la limite d'être visible à l'œil nu, avec une bonne loupe finalement ça on peut les voir. Donc j'ai ici l'exemple d'une diatomée, d'une paramécie, qui sont des micro-organismes, donc l'un plutôt rapproché du végétal, c'est vert, ça capte la lumière et ça fabrique sa propre matière organique, et une paramécie c'est plus une sorte de comportement proche de l'animal, même si c'est pas du tout ça. Et ces micro-organismes sont capables de se reproduire, hein. Ici j'ai pris une image de paramécie en train de se diviser, tout simplement, ça se coupe en deux, puis ça atteint une certaine taille, et puis ça refait deux paramécies plus petites, et ça vit comme ça. Donc au microscope on voit des choses déjà qu'on ne devine pas macroscopiquement. Alors il y a encore moins évident, il y a des choses encore plus petites. Donc là pour l'instant on a vu des organismes qui ont des noyaux, des assez gros organismes, hein, quand même, un dixième de millimètre c'est pas mal, mais il y a moins évident. Donc ici c'est une image, chose qu'on peut faire en travaux pratiques au collège ou au lycée, c'est simplement des bactéries que l'on trouve dans le yaourt, qui ont été juste colorées. Donc ici c'est un grossissement maximum sur le microscope, mais on a quand même des choses qui ont un diamètre d'un micromètre. Donc c'est 100 fois plus petit que précédemment, mais ça reste quelque chose visible avec un microscope optique. Donc ces petits bâtonnets là sont des bactéries lactiques, et les petits streptocoques, les choses plus rondouillardes aussi. En grossissant encore avec un microscope électronique cette fois-ci, on peut voir plus nettement à quoi ressemblent ces bactéries. Donc ici c'est les bactéries les plus classiques, hein, Escherichia coli, on en a des milliards dans nos intestins. On a toujours affaire à des organismes vivants qui savent se répliquer tout seuls. Et puis on peut grossir encore et identifier que même ces bactéries sont infectées par des virus. Donc ici c'est l'image au microscope électronique d'un virus bactériophage, qui est une structure extrêmement complexe, avec un petit compartiment fermé qui contient son information génétique. Ici ça fait une tête, on va dire, de forme géométrique, un peu comme un ballon de football. Et il y a ensuite une queue avec des petites pattes qui sont utilisées par ce virus pour s'accrocher à des bactéries comme Escherichia coli justement, et les infecter. Et puis il y a des virus encore plus petits. Alors là on a donc quelque chose qui s'accroche sur une bactérie, et donc c'est de l'ordre du dixième de micromètre. On a encore descendu en taille, et les plus petits font de l'ordre de quelques pourcents de micromètres, donc 0,03 micromètres, c'est l'un des plus petits virus connus. C'est un virus qui fait des striures sur les feuilles de maïs, donc qui infecte des végétaux. Je vous épargne le coronavirus, hein, bien sûr, qui est un autre exemple de ça. Alors, on peut poser la question, par contre, des virus sont-ils vivants? Un virus ne peut pas se dupliquer tout seul, il ne peut pas croître tout seul, il a besoin d'infecter un organisme vivant, justement. Donc, conventionnellement, on considère que les virus ne sont pas vivants. Donc on est arrivé ici à la limite en termes de taille. Finalement, c'est les bactéries de type Escherichia coli qui sont les êtres vivants parmi les plus petits. Les virus n'en sont pas, ce sont finalement juste des fragments d'informations génétiques qui arrivent à passer tout seuls d'un être vivant à l'autre. Alors, on arrive à voir que le vivant, finalement, c'est au-delà de ce que l'on voit macroscopiquement. Alors, comment le reconnaître et comment le définir? Donc, il y a quand même des propriétés communes, universelles du moins, sur la planète Terre, aux vivants. Donc, il y a quelques grandes propriétés. Donc, j'en ai retenu 3 qui sont très classiques. Une unité structurale. Donc, le vivant, c'est des organismes qui sont faits de cellules ou qui sont eux-mêmes des cellules uniquement. Donc, ces cellules sont bornées par une membrane qui est lipidique. De formule élémentaire, toujours la même. Donc, c'est des hydrocarbures. Donc, c'est du carbone et de l'hydrogène avec des petites têtes de phosphate. Voilà, ça c'est universel dans le vivant que l'on connaît sur Terre. Il y a aussi une certaine unité métabolique, c'est-à-dire que le vivant, ça a besoin d'utiliser de la matière, et ça se sert de la matière pour, on va dire, gérer son énergie. Bon, et donc typiquement, la forme de stockage et d'utilisation de l'énergie passe par les glucides. On connaît très bien, hein, le sucre, c'est le glucide de base. De formule élémentaire aussi, que l'on dit hydrate de carbone, donc H2O et C. On voit très bien la formule de l'eau et puis du carbone, et puis c'est des chaînes de ça, hein, un peu plus complexes. Le phosphate est toujours impliqué là-dedans aussi pour les échanges d'énergie. Et puis il y a une troisième grande propriété dans le vivant terrestre, c'est une unité informationnelle. C'est-à-dire que le vivant terrestre, non seulement c'est des choses qui sont dans des cellules et qui utilisent des sucres, mais c'est des choses aussi qui stockent une information et qui sont capables de la répliquer et de la passer à la génération suivante. Ce qui permet l'évolution par sélection naturelle.
Et donc l'information génétique, elle est stockée, en l'occurrence dans le vivant terrestre, dans l'ADN, sous forme de 4 bits, donc unités élémentaires d'information. Hein. Les ordinateurs fonctionnent avec 2 bits, c'est 0 ou 1. Le vivant fonctionne avec 4 bits, donc il y a 4 types de bases d'ADN différents, que l'on a nommés ATGC ou AUGC. Et ce code-là est traduit systématiquement dans tout le vivant, quasiment partout de la même manière, en protéines, donc qui sont des chaînes d'acides aminés, selon un code génétique qui est universel. Donc ça, c'est les propriétés du vivant terrestre. Donc on sait bien les repérer, mais là-dedans, il y a des choses qui sont probablement contingentes. Par exemple, le fait que l'information soit stockée dans de l'ADN, particulièrement ce type de molécule-là, peut-être parce que c'est ce qui s'est passé sur Terre, on pourrait imaginer un vivant qui fonctionne différemment. Mais il y a cette idée quand même de l'information qui est nécessaire, hein, l'information modifiable, pour qu'il y ait sélection naturelle, qui est des propriétés majeures, hein, du vivant aussi. Alors, je fais un petit point sur le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est quoi? C'est, alors ici vous avez un petit diagramme qu'on trouve dans des manuels de biologie. Alors dans les manuels de biologie, vous avez le détail, hein. Ici vous voyez que des chaînes comme un réseau de métro avec des stations. Les stations, c'est des molécules différentes, et puis les lignes de métro, là, ce sont des voies possibles de transformation d'une molécule à l'autre. Et il y en a énormément, et toutes les cellules ne les ont pas toutes. Et c'est ce qui permet à la vie, à la fois de dégrader la matière organique qu'elle peut trouver dans son environnement. Au sens de dégradation, c'est découper en petites briques. Après, les briques, elle peut les réutiliser, la vie, pour construire des choses qui correspondent à chaque être vivant qui va les construire. Donc il y a ici, finalement, des voies métaboliques qui sont aussi bien conservées, qui permettent de gérer les glucides, donc qui sont notamment le substrat énergétique, mais c'est aussi l'armature de l'ADN, donc c'est quelque chose d'assez fondamental. Il y a les protéines, qui permettent de faire des structures dans les cellules, et puis aussi de faire des réactions chimiques, de les catalyser, c'est ce que l'on appelle les enzymes. Il y a là-dedans les lipides, donc ce qui fait les membranes des cellules, et puis aussi des tas d'autres fonctions, notamment des réserves d'énergie. Et puis il y a les bases azotées des acides nucléiques, donc c'est les 4 bits informationnels, donc c'est le support de stockage, qui sert aussi de support de transfert énergétique d'ailleurs, sous la forme d'une petite molécule que l'on appelle l'ATP. Donc là-dedans, tout est assez imbriqué, et toutes ces molécules ont pour point commun de contenir assez peu d'éléments. Il y en a 6 majeurs. Il y a le carbone, il y a l'hydrogène, il y a l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Donc le phosphore est toujours sous forme de phosphate. Et à l'intérieur des cellules, on retrouve des voies métaboliques qui sont donc très conservées, et elles permettent de mettre à disposition et d'utiliser l'énergie. Donc, comme l'énergie, physiquement, c'est ce qui marque le changement d'un système, ça permet à la cellule de faire tout ce qu'elle a à faire. Donc le métabolisme, c'est une voie aussi importante que l'information génétique dont j'ai parlé précédemment. Alors, on va voir que ces éléments, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre, en fait, je vais le dire très rapidement, mais en fait, ils sont universels. C'est les éléments les plus abondants de l'univers. Donc, on en trouve de partout, et c'est pas vraiment une contrainte très très forte. Et c'est d'ailleurs pas surprenant que la vie fonctionne sur la base de ces éléments-là. Alors, le vivant a 3 grands besoins quand même. On pourrait en mettre plus, mais il y a 3 grands besoins sur lesquels la communauté des gens qui cherchent de la vie ailleurs s'arrête. Le majeur, c'est l'eau liquide. Donc j'y passe très vite, mais je vais y revenir plus tard parce que je vais m'intéresser aux autres dont on va pouvoir gérer le cas un petit peu plus rapidement. Donc l'eau liquide, pourquoi? Parce que c'est le solvant de toutes les réactions. Donc toutes les réactions chimiques du vivant se passent dans de l'eau. Alors de l'eau très concentrée en des tas de choses, mais à la base, il y a de l'eau. Nous, on est fait de 70% d'eau. Une bactérie comme Escherichia coli, c'est plutôt 95%. Donc il y a de l'eau partout. Ensuite, c'est le substrat de nombreuses réactions métaboliques. Donc les réactions qui permettent notamment d'utiliser l'énergie ou d'en stocker, aussi bien que d'assembler les briques des protéines ou de l'ADN. C'est souvent des réactions qui mettent en jeu l'eau comme substrat de la réaction ou comme produit. Et puis c'est la source des éléments H et O qui se baladent dans tous les types de molécules organiques. Donc c'est assez important pour le vivant. Donc je reviendrai sur l'eau liquide un peu après, puisque c'est finalement le facteur le plus limitant. Le deuxième facteur, c'est une source de carbone. Donc il y a 6 grands atomes qui sont utilisés par le vivant, mais à la base de tout, c'est le carbone. Le carbone, c'est le centre du squelette de toutes les molécules organiques.
Il est couramment présent dans le système solaire et sur Terre sous forme de dioxyde de carbone, donc sous une forme non organique. Donc ici j'ai mis une petite image de glace carbonique, ou de méthane. Donc le méthane peut être produit par des êtres vivants, mais il peut aussi exister, on va dire, seul. On trouve du méthane dans les atmosphères des planètes géantes dans le système solaire. Et on trouve du dioxyde de carbone, on l'a vu la dernière fois, dans les atmosphères de Vénus ou de Mars. Donc ça, le carbone, sous une forme ou sous une autre, il y en a au moins dans toutes les atmosphères planétaires. Donc on se fait pas trop de soucis, il doit y en avoir à peu près partout. Et on se fait d'autant moins de soucis que dans même les objets les plus extraterrestres que l'on ait à disposition sur Terre, donc les météorites. Dans les météorites les plus, on sait les reconnaître, les plus primitives, qui contiennent à peu près toute la matière que l'on va trouver dans le système solaire, mais tout mélangé. Donc, si il y a un exemple, c'est une photographie d'une météorite qui a à peu près cette taille, c'est la météorite d'Orgueil, qui est une chondrite. Ça veut dire qu'elle contient des petits grains, qu'on appelle les chondres. Et dedans, on y trouve notamment des hydrocarbures. Donc j'ai mis ici un exemple comme l'acide palmitique, qu'on trouve dans l'huile de palme, dans Décrier. C'est simplement une chaîne de carbone ici, tous ces petits atomes gris, c'est des atomes de carbone, donc c'est au centre de la chaîne, et puis ils sont entourés d'hydrogène, et puis au bout il y a un petit peu d'oxygène. Et puis des choses un peu plus complexes comme le cholestérol, qui est une molécule aussi présente dans les membranes cellulaires, et puis qui chez nous est une molécule de base à tout un tas de signaux chimiques, d'hormones notamment sexuelles. Donc il contient ici des cycles aromatiques de carbone, avec 6 carbones en hexagone. Donc on trouve cette matière organique non formée par le vivant dans les météorites. Donc on s'inquiète pas trop, la matière carbonée on en trouve, et la matière organique même, il y en a un petit peu déjà avant même qu'on ait des planètes formées. Et c'est mieux que ça, parce que dans les météorites, on comprend bien qu'il y ait toutes ces molécules parce que on les voit dans les nuages de gaz interstellaires. Donc les astronomes regardent ça. Donc ici j'ai pris une image du télescope Hubble de la nébuleuse de l'Aigle, donc c'est quelque chose de magnifique. On voit ici des poussières et des gaz éclairés par des étoiles, donc qui apparaissent ici en violet, ce sont des fausses couleurs. Donc tout ce gaz est éclairé, et dans ce gaz et ces poussières, il y a des molécules que l'on n'est pas capable de voir, mais les radiotélescopes permettent d'en obtenir des spectres. Donc c'est les diagrammes que j'ai mis ici sur cette diapositive. Dans ces spectres, là, toutes ces petites barres, on est capable d'identifier des molécules carbonées organiques. Donc on voit des choses comme ici le méthanol, CH3OH. On y a trouvé alors une cinquantaine au moins de molécules simples. On trouve de l'éthanol d'ailleurs, de l'alcool éthylique tout simplement, des choses comme de l'acide acétique. Enfin, il y a des molécules organiques dans l'espace, comme ça, hors de tout système, même stellaire. Donc c'est logique de les retrouver dans les briques de ce qui va constituer le système solaire sur Terre. Donc ça, le carbone et même les molécules organiques, il y en a partout. Donc c'est pas vraiment limitant. Et enfin, la troisième chose dont le vivant a besoin, c'est une source d'énergie. Et une source d'énergie que je pourrais qualifier de noble, c'est-à-dire on peut en extraire du travail, on peut fabriquer des choses avec. La chaleur, c'est de l'énergie, si on veut, mais la chaleur, on peut rien en faire. C'est d'ailleurs finalement ce que toute réaction énergie impliquant de l'énergie dans les cellules génère de la chaleur et fait que le vivant perd de la chaleur. Donc il y a deux grandes sources d'énergie un peu nobles. Il y a le rayonnement solaire, les photons, c'est une source d'énergie noble, et puis les réactions chimiques. Donc j'ai pris un exemple ici de fumeurs au fond des océans. Donc on a ces trois choses. Alors, je fais un petit point sur ce que fait le vivant terrestre. Les sources d'énergie, la source d'énergie primaire pour le vivant sur Terre actuelle, en immense majorité, c'est la photosynthèse que l'on appelle oxygénique. Elle produit du dioxygène et elle domine en surface. Mais le vivant peut faire presque tout ce que l'on peut imaginer comme utilisation d'énergie. Donc j'ai pris ici une petite image sur le net qui résume ça. La photosynthèse prend de l'énergie lumineuse, et cette énergie lumineuse permet de combiner le dioxyde de carbone et l'eau et de former de la matière organique. Et il y a du dioxygène qui est relâché au passage. Alors nous on en profite. Donc ça se passe de la manière suivante. La réaction clé, c'est en fait il y en a deux. Il y a l'absorption d'énergie. Cette énergie, elle est très temporairement stockée. Elle permet de récupérer l'hydrogène de l'eau et en fait les électrons également. Donc l'oxygène il est dégazé et cet hydrogène est combiné avec le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour faire des molécules organiques, ici symbolisées par le glucose, qui est en fait la molécule à laquelle arrive la réaction effectivement dans les cellules.
Donc de l'O2 libérée au passage, et c'est l'énergie solaire qui permet ça, hein, d'arracher les hydrogènes à l'eau, qui normalement n'ont pas du tout envie de quitter l'oxygène de leur molécule d'eau. Alors dans certains milieux où il y a moins de lumière, ou énormément d'hydrogène sulfuré, c'est ce gaz qui a l'odeur d'œuf pourri, notamment dans les volcans, eh bien c'est un petit peu plus facile d'extraire les hydrogènes de l'hydrogène sulfuré. Et donc il y a des êtres vivants qui sont capables de faire ça. Et ça demande aussi moins de lumière, mais c'est beaucoup moins courant que l'eau. Donc dans ces cas-là, on peut avoir réduction de formation de matière organique à partir du dioxyde de carbone avec cette molécule-là. À ce moment-là, évidemment, c'est du soufre qui est formé et c'est pas du dioxygène. Mais alors, il y a autre chose, hein, comme façon de récupérer de l'énergie, il y a ce que l'on appelle les chimiotrophies, ce qui littéralement veut dire se nourrir de réactions chimiques. Alors là, l'énergie, c'est plus de la lumière, c'est une réaction spontanée qui libère de l'énergie. Donc des molécules qui sont pas bien ensemble quand on les met côte à côte et qui spontanément forment autre chose. Ça dégage de l'énergie que la cellule peut utiliser. Et donc il y a certaines cellules qui en profitent pour coupler ce dégagement d'énergie avec la combinaison d'hydrogène qu'elle va prendre à l'eau en général, avec du dioxyde de carbone pour faire de la matière organique. Alors la chimiotrophie, vous connaissez très très bien. La plus connue, c'est ce que l'on appelle la respiration. C'est l'oxydation de matière organique, par exemple du sucre, en dioxyde de carbone. Et en face, ce que vous faites, c'est que vous prenez de l'oxygène dans l'atmosphère et vous formez de l'eau à la place. Ça, c'est une source d'énergie, et donc c'est la respiration aérobie, et les organismes qui font ça, comme nous, utilisent l'énergie libérée au passage, et la matière, comme on trouve dans le glucose ou des tas d'autres choses que l'on va manger, les briques nécessaires pour fabriquer notre propre matière organique. C'est-à-dire qu'en fait, on prend déjà de la matière organique, on la découpe en petits morceaux, et puis on la réassemble. On est incapable de en faire à partir de dioxyde de carbone. Alors, maintenant qu'on voit ça, c'est l'état le plus simple que l'on connaît, c'est ce qui est abondant sur Terre, ce qui est facile. Et c'est un peu l'état d'esprit qu'on avait dans les années 70 quand on a commencé à explorer les autres planètes. Donc on est allé sur Mars, poser un duo de missions identiques, les missions Viking, dont on voyait ici les paysages qui ont été pris à la surface de Mars, donc c'est assez désolé et même désolant, parce qu'il y a pas beaucoup de chances que l'on voit quelque chose vivre là-dedans. Mais on avait affaire quand même à des gens qui avaient pas mal d'ambition, et on s'est dit qu'on allait chercher de la vie microbienne sur Mars. J'ai cliqué trop. Donc on a eu l'idée de 4 expériences biologiques différentes, donc je vous rappelle que c'est des objets qui sont quand même des gros atterrisseurs dans lesquels on peut mettre le dispositif instrumental pour chercher la vie, c'est une grosse boîte comme ça. Donc il y a tout un paquet de systèmes pour prélever du sol martien, et puis il y a des tas de petits réservoirs qui contiennent des choses que l'on a amenées pour voir si on pouvait nourrir de la vie martienne et la voir bouger. Alors on a fait 4 expériences, on a cherché de la matière organique tout simplement dans le sol, donc on a essayé d'analyser ça en chromatographie et puis spectrométrie de masse. Ensuite on a essayé de détecter des échanges de gaz. S'il y a des cellules, elles échangent des gaz avec l'extérieur. Donc on a pris un échantillon de sol, on lui a donné des substances nutritives, et puis on a essayé de mesurer les variations de toute une série de gaz comme le dioxygène, le dioxyde de carbone, etc. On a essayé de voir s'il y a des organismes qui consomment de la matière organique, donc des organismes comme nous finalement. Donc on a pris un échantillon de sol, on a mis des acides aminés, des sucres, qui eux-mêmes étaient un petit peu radioactifs. Et on a regardé si cela relarguait du dioxyde de carbone radioactif. Ça voulait dire forcément que la matière organique a été dégradée, et donc comme ça refait du dioxyde de carbone que l'on peut détecter. Et puis la dernière, c'est l'opposé, c'est on a regardé si du carbone minéral, donc on a amené exprès du dioxyde de carbone un petit peu radioactif, va être incorporé à l'intérieur de matière organique. Et donc on a laissé pendant quelques jours un échantillon de sol avec de la lumière, cette source de CO2, et puis ensuite on a analysé le résultat en le portant à haute température pour le casser et voir si on récupérait des choses. Alors je vous montre les courbes de résultats d'une des expériences qui semble montrer qu'il y a quelque chose. Donc c'est l'expérience de relâchement de gaz un petit peu radioactif quand on donne de la matière organique un peu radioactive à manger au sol martien. Et donc ce qui s'est passé, c'est que à la première injection de matériel radioactif dans le sol, dans des conditions où on a rajouté de l'eau liquide, etc., on a tout mis bien, il y a un petit peu de radioactivité qui est détectée. Puis ça s'arrête, on fait une deuxième injection, rien du tout, et l'expérience se termine. Alors pourquoi on a l'air d'avoir quelque chose qui mange la matière organique, et puis après plus rien.
En fait, cette augmentation de radioactivité, elle est très très faible. C'est pas du tout ce que l'on attendait. Ça correspond pas à une bestiole qui est en train de manger. Ça correspond simplement à une réaction chimique dans le sol. Et donc ça a perturbé pas mal de monde à l'époque. Il y a dans le sol des composés extrêmement oxydants, dont on a remarqué depuis qu'ils ressemblent finalement pas mal à l'eau de Javel, donc c'est pas très sympathique pour la vie, qui dégradent, et tout le monde le sait, ça, l'eau de Javel, ça va dégrader les micro-organismes, c'est pour ça qu'on l'utilise, et finalement les détruit, et détruit la matière organique. Donc c'est ce qui a libéré du CO2 radioactif. Donc l'expérience 1 a eu un résultat négatif, on n'a pas vraiment trouvé de matière organique. L'expérience 2 aussi, il n'y a pas eu d'échange de gaz. L'expérience 3, on vient de voir, c'est explicable juste par de la chimie dans le sol. Et l'expérience 4, pareil, aucune utilisation du dioxyde de carbone marqué n'a été remarquée. Donc il y avait l'air de pas avoir de vie sur Mars. Et finalement, on s'est dit, après ces premières tentatives, que on avait mis la charrue avant les bœufs et qu'il fallait peut-être un petit peu mieux contraindre nos façons de demander ailleurs, à l'ailleurs, s'il y a du vivant. Alors, je reviens à la Terre et je fais un petit peu l'inventaire de tout ce que l'on y trouve, parce qu'on trouve des choses assez phénoménales, dans les chimiotrophies notamment, donc la source d'énergie. On n'a pas strictement besoin de lumière solaire. Il y a des exemples bien connus de sources d'énergie dans des réactions chimiques comme la transformation du fer ferreux que l'on va trouver dans les eaux ferrugineuses hydrothermales. Donc ici c'est une photographie qui est prise dans une grotte thermale qui se trouve à Saint-Nectaire, donc c'est dans le Massif central. C'est finalement des choses qui sont très classiques, donc ils soignent de l'eau ferrugineuse, et des organismes utilisent le fer présent dans l'eau, au contact de l'atmosphère, l'oxyde, donc ça forme de la rouille, c'est ce qu'on voit ici d'orange, et ça dégage de l'énergie. Et donc ce dégagement d'énergie correspond à une sorte de respiration, mais au lieu d'utiliser du sucre et du dioxygène, ça utilise le fer présent dans les eaux. Un autre exemple se trouve au fond des océans. Au fond des océans, ou autour de certains volcans, il y a beaucoup d'eau sulfurée, donc riche en cet hydrogène sulfuré qui sent l'œuf pourri, et son oxydation en soufre libère également de l'énergie. Et en plus, c'est une source d'hydrogène qui permet de fabriquer de la matière organique à partir de dioxyde de carbone. Troisième exemple, c'est les bactéries méthanogènes. Enfin, c'est des bactéries ou des archées. Hein. Elles oxydent l'hydrogène éventuel qui est présent dans le milieu, et cet hydrogène, elles le combinent au dioxyde de carbone de l'atmosphère ou du rumen d'une vache, et ça produit du méthane. Donc c'est une réaction qui est spontanée, ça, mettre de l'hydrogène en face de dioxyde de carbone, ça fait du méthane, et ça dégage de l'énergie. Et donc ces organismes utilisent cette réaction pour récupérer de l'énergie. Alors le dihydrogène, c'est pas stable naturellement à la surface de la Terre, ça l'est dans la panse des ruminants, et c'est produit par la fermentation des sucres issus de tout simplement de l'herbe que la vache met dans son rumen. Et ça existe aussi dans les roches. Il y a des réactions spontanées qui ont lieu entre des eaux chaudes et certains minéraux, comme l'olivine, qui est un minéral vert très courant au fond des océans, parce qu'on le trouve dans le manteau terrestre. Et donc, quand le manteau affleure au fond des océans, on voit ces minéraux qui réagissent avec l'eau de mer, à chaud, et forment des minéraux oxydés et du dihydrogène. Et donc là, on a le même genre d'organisme méthanogène qui en profite pour le combiner avec le dioxyde de carbone et faire deux choses, soit récupérer juste de l'énergie, soit utiliser cet hydrogène pour fabriquer de la matière organique. Donc ça, c'est une photographie d'un endroit où ça se produit, c'est au milieu de l'océan Atlantique. Alors, on voit que pour l'énergie, ça peut être très très varié, mais c'est aussi très très varié vis-à-vis de l'eau liquide. Je vous fais un petit rappel, j'avais montré un diagramme de phase de l'eau, avec la pression sur l'axe vertical et la température sur l'axe horizontal. On avait vu que la surface de la Terre, elle était assez bien placée, on était à 1 bar de pression et on pouvait être dans l'eau liquide ou dans l'eau solide, la glace. Et sur Mars, on ne pouvait pas avoir d'eau liquide, on était coincé dans la glace. Et sur Vénus, évidemment, c'est dans la vapeur, et de toute façon, il n'y a pas de vapeur. Mais en fait, quand on regarde un petit peu sur Terre et qu'on cherche, il y a des endroits où il y a de la vie qui sont totalement improbables. Alors vous avez, je vais faire ça un petit peu plus facile au plus loufoque, les neiges d'altitude. Peut-être avez-vous déjà remarqué que sur les neiges d'altitude, donc parfois qu'on appelle les neiges éternelles, alors ici c'est pas très éternel, hein, il y a un petit peu d'herbe qui apparaît, mais quand vous arrivez à entre 2000 et 4000 mètres, et ça a été trouvé jusqu'à 3600 mètres d'altitude, où il n'y a plus beaucoup d'oxygène, hein, l'atmosphère on en a déjà perdu 20%, ça commence à être un peu sévère, sur la glace, donc il y a très peu d'eau liquide, on a juste un tout petit peu à la surface de la glace qui fond en été, et bien on trouve ces dépôts rouges
qui sont faits par des algues microscopiques que l'on appelle Chlamydomonas nivalis, qui veut tout simplement dire qui vit sur la neige. Et c'est une algue donc qui a à la fois de la chlorophylle qui la rendrait verte et des carotènes qui la rougissent, qui sont des pigments qui permettent de récupérer la lumière du soleil et en même temps aussi de s'en protéger un petit peu, parce qu'à 3600 mètres, ça cogne. Si vous avez fait l'expérience, on prend des coups de soleil assez facilement en altitude. Et donc c'est une algue unicellulaire qui résiste bien au rayonnement et en profite pour faire sa vie. Donc jusqu'à une assez grande altitude et donc des températures basses, 0 degré. Plus improbable, donc je vais dans l'extrême froid. Il est connu en Antarctique, donc à cet endroit-là, donc c'est le détroit de McMurdo, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a des vallées sèches, très très sèches. Pourquoi c'est sec? Parce qu'il fait extrêmement froid, et quand l'air est froid, il ne peut pas contenir beaucoup de vapeur d'eau. Et donc on est dans des régions où il fait quasiment tout le temps moins de 0 degré, même en été. Donc très rarement en été, à midi, la température dépasse 0 degré, il y a un petit peu d'eau qui fond, mais cette eau qui fond est extrêmement rare et elle s'évapore extrêmement rapidement parce que l'air est très très aride. Et on a des lacs, donc à l'extrémité de langues glaciaires qui fondent, et ces lacs sont sursalés parce qu'évidemment ils récoltent des éléments dans les roches sur lesquels ils se déplacent, les glaciers, et ces éléments sont ensuite tous concentrés dans le peu d'eau liquide qu'il y a. Donc forcément, ça les sale énormément, et ils sont quasiment tout le temps couverts de glace. Et alors, on trouve des communautés microbiennes dans ces lacs salés, donc c'est des lacs très salés, plusieurs fois la salinité de l'eau de mer, j'ai mis jusqu'à 270 grammes par litre. On est à la limite de précipiter du sel, c'est du marais salant à ce niveau-là. Par contre, le sel est un bon antigel, donc ça permet à de l'eau inférieure à 0 degré de rester liquide. Donc il y a des communautés de micro-organismes, et il y a des choses assez exceptionnelles qui ont été remarquées. Donc on a extrait des carottes de glace de la couverture de glace de ces lacs salés, et dedans il y a des petits morceaux de sol, du sol alentour, qui a pu être emporté par le vent, il y a énormément de vent dans ces régions-là, et qui se trouvent ensuite piégés dans la glace. Et ce qui est remarquable, c'est que l'éclairement estival à travers la glace, vient frapper ces petits morceaux de sol qui chauffent un tout petit peu, atteignent 0 degré, la glace fond juste autour de l'échantillon de sol, et là-dedans, dans la petite poche d'eau liquide piégée dans la glace, on a mis en évidence des réactions métaboliques. Donc il y a des organismes vivants qui profitent du simple fait qu'il y a un petit peu de fonte à l'intérieur de la glace pour vivre et faire leur business. Donc ça aussi, c'est quand même un petit peu remarquable. Je monte dans l'improbable. Je vais dans les eaux à la chimie agressive pour nous. Et je vous montre un exemple, ce que l'on appelle le Rio Tinto en Espagne. Donc on est au sud de l'Espagne et on a affaire à une rivière qui draine un endroit où on a exploité des sulfures de fer. Donc c'est une mine, une ancienne mine qui est toujours un peu active. Donc les sulfures de fer réagissent avec l'eau, tout simplement, pour former de l'acide sulfurique, comme on a vu qu'il y en avait sur Vénus. Donc il y a de l'acide sulfurique concentré dans cette rivière. Elle est donc à pH 2. Donc c'est un pH encore inférieur à celui du Coca-Cola, qui est déjà assez agressif. Et pH 2, c'est pas très sympathique. Oui, c'est même on pourrait détartrer quelque chose avec ça. Et on l'appelle Rio Tinto parce qu'il est rouge. Rouge parce qu'il contient beaucoup de fer. Alors forcément, ça vient des sulfures de fer qui sont à la base justement de l'acidité de cette eau. Et le fer est dissous, ce qui est totalement pas naturel par ailleurs à la surface de la Terre. Le fer, ça précipite, ça fait de la rouille, donc ça fait du solide, ça ne peut pas rester en solution dans l'eau. Seulement, dans des conditions où il y a beaucoup d'acidité, eh bien le fer se dissout et reste dans l'eau. Et il y a plein d'organismes qui profitent de ce fer et de ce pH 2 pour faire leur vie, comme si de rien n'était. Et donc ici, vous avez une photographie, donc là, il y a l'opercule de mon appareil photo. Ce qui est jaune et rouge ici, ce sont des voiles, des films bactériens assez épais, donc ça fait vraiment des petits gels de micro-organismes, comme ici j'en ai pris un exemple, son nom importe peu, Leptospirillum, mais ferro-oxydans indique bien que l'on a compris que c'est une bactérie qui oxyde le fer, et ce faisant, elle prend son énergie, et puis elle fait sa vie, dans un milieu à pH 2. Alors, pH acide, ok, mais il y a aussi les pH opposés, les pH très, très caustiques, les pH basiques. Cet exemple, c'est le lac Mono, que l'on trouve en Californie, donc à l'est de la Sierra Nevada, donc on est dans le désert de l'ouest américain. Le pH de ce lac est de 10,
et l'eau est très salée, à 80 grammes par litre, donc c'est plusieurs fois l'eau de mer, parce que c'est un bassin sans exutoire. À nouveau, il y a une évaporation de l'eau et une surconcentration de tous les sels qui sont amenés, notamment des sels de chaux et de soude, donc qui rendent le pH élevé dans ces eaux. Et donc ce serait pas très sympa pour nous, hein, c'est assez caustique comme eau. Donc on voit ces concrétions ici carbonatées, donc c'est du carbonate de calcium et de sodium qui se forment, puisque les eaux sont très riches en ces choses-là. Et on voit des voiles, un petit peu de la même manière, sur la côte de ce lac. Et ici, vous avez des exemples de petits micro-organismes appelés les spirochètes. Spirochètes parce qu'on le voit, ça fait des petits rubans entortillés, c'est sont des sortes d'algues. Ici, Spirocheta americana, qui est une espèce qui croît très très bien à pH 10 et dont la vie se voit arrêter quand on descend le pH et qu'on le ramène vers des conditions qui nous conviendraient parfaitement. Donc un pH en dessous de 8, cet organisme meurt. Donc on a ici des choses capables de vivre dans des eaux extrêmement caustiques. Je monte dans le bizarre, je viens dans les sources hydrothermales, donc ici dans les hautes températures. Donc voici un bassin dans le Yellowstone Park aux États-Unis. Donc c'est une région où il y a beaucoup d'eau chaude parce qu'on est au-dessus d'une énorme chambre magmatique, donc c'est une zone volcanique. On voit ici que ce bassin doit être très très chaud parce qu'on en voit la vapeur qui se recondense aussitôt au-dessus du lac. Ça fait ces petits panaches de brume. Et vous voyez l'échelle avec les gens qui sont ici sur ce chemin en bois. Et vous voyez aussi une gradation de couleurs entre des choses plutôt rougeâtres en périphérie, et puis on a des choses jaunâtres, puis verdâtres, et le centre de l'eau est bleu. Alors bleu au milieu, il fait 100 degrés, il n'y a pas grand monde. Et ce qui est bleu, c'est essentiellement les particules, on va dire, minérales à l'intérieur, donc de la silice. Mais sur la périphérie, il y a tout un gradient de micro-organismes, et c'est là qu'a été découvert, à la fin des années 60, Thermus aquaticus, que vous connaissez, même si vous le savez pas. Thermus aquaticus, on utilise ces enzymes de réplication de l'ADN pour faire la PCR. Et maintenant, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une PCR, qui sert à détecter notamment si vous êtes porteur du SARS-CoV-2. Et l'optimum de croissance de ce micro-organisme, c'est entre 60 et 80 degrés. L'organisme ne croît pas à une température inférieure à 60 degrés. Donc 70, ça lui va très très bien, et nous, ça nous va très très bien aussi, parce que on monte à 70 degrés l'ADN que l'on récupère quand on veut faire des analyses. À cette température-là, l'ADN s'ouvre et on peut mettre l'enzyme de Thermus aquaticus qui fonctionne et qui va prendre chacun des brins de l'ADN et le dupliquer. Et ça permet comme ça de l'amplifier, et c'est ce qui nous permet d'en avoir beaucoup et de l'analyser facilement ensuite. Je vais maintenant dans les conditions de haute pression. Où est-ce qu'on va trouver de la haute pression? Il faut descendre au fond des océans, c'est simple. C'est simple à dire, c'est plus compliqué à faire. Donc, voici une image prise au fond de la fosse des Mariannes, à presque 11 000 mètres de profondeur sous l'eau. Donc il y a 11 km d'eau au-dessus du sous-marin qui a pris cette photographie. Et vous avez ici quand même une sorte de petite crevette qui s'accommode très bien d'une pression de 1100 atmosphères. Donc j'avais dit que Vénus c'était délicat parce que c'était 90 atmosphères. Là on est largement au-dessus. Par contre la température elle est correcte, il fait 4 degrés. Et ce qui permet à cette crevette de se nourrir, eh bien, c'est une production bactérienne dans le sédiment ici, qui profite du fait que y a de la matière organique qui descend à travers la tranche d'eau depuis la surface de la Terre, et donc il y a à manger. Je combine maintenant les deux, haute température, haute pression. On est au fond de l'océan, mais sur une dorsale, donc c'est un peu moins profond. On n'est qu'à 220 bars de pression. Et c'est sur ce fumeur, donc il y a des eaux très très chaudes, très très riches en minéraux qui fument et qui font de la fumée noire. On est sur la dorsale Juan de Fuca, on est au large de Seattle, au nord-ouest des États-Unis, à 2000 mètres de fond. Et on a découvert ici l'un des micro-organismes qui résiste à la plus haute température. Et on l'a intelligemment baptisé la souche 121, puisqu'elle résiste et se réplique le mieux à 121 degrés. Donc 121 degrés, nous, ça nous semble totalement illogique, puisque 121 degrés, l'eau bout, donc on peut pas, elle bout déjà à 100 degrés, donc à 121 degrés, il y a que de la vapeur, mais à 220 bars de pression, ça ne pose aucun problème à l'eau de rester liquide à 121 degrés. Et ce micro-organisme se trouve le mieux à cette température-là, dans ce type de contexte. Donc là, on est vraiment à des choses très extrêmes, qui permettent de penser que la vie peut quand même exister dans des endroits assez exceptionnels. Et pour finir, le plus loufoque, c'est ces micro-organismes qu'on a trouvés à l'intérieur de la croûte terrestre, à plusieurs milliers de mètres
à l'intérieur de la croûte. Donc ici, le premier exemple, c'est un forage qui a été fait dans un bassin où on cherchait évidemment des hydrocarbures, hein, en Virginie, et à 2700 mètres de profondeur, dans la carotte de forage, dans un niveau argileux de 230 millions d'années. Donc le niveau s'est déposé il y a 230 millions d'années, mais il y a plein de sédiments qui se sont déposés au-dessus depuis. Et ce que l'on pense quand même, c'est que le poids de sédiments a empêché la circulation de l'eau depuis la surface vers ces profondeurs-là, depuis au moins 50 millions d'années, et peut-être 150. Donc on a là affaire à des organismes qui sont piégés, ou du moins ils utilisent de la matière qui est confinée dans la croûte terrestre depuis probablement des dizaines de millions d'années. Et on a découvert celui qu'on a nommé le Bacillus infernus, qui fait 2 micromètres de long, donc c'est un peu comme un Escherichia coli, sauf que sa croissance optimale, c'est à 60 degrés, et en absence stricte d'oxygène, à l'intérieur de ces roches-là. Je vous passe la pression, hein, à 2700 mètres de profondeur. Si c'est une colonne d'eau complète qui régit la pression, vous êtes à 270 bars. Si c'est de la roche, vous approchez les 1000 bars, donc ça correspond à peu près à la fosse des Mariannes. Donc c'est vraiment une pression énorme. Et puis on a trouvé une autre bestiole encore plus remarquable dans une mine d'or d'Afrique du Sud. Donc c'est une mine où il y a de très nombreuses galeries qui descendent jusqu'à près de 3000 mètres de profondeur aussi. Donc il y fait 60 degrés. Les mineurs apportent de la glace pilée en fort débit en permanence dans les galeries pour arriver à pouvoir travailler à une température de 30 degrés seulement. On a récupéré dans des fractures, donc au front de taille, hein, on a trouvé des fractures d'où de l'eau suintait. Donc on a récupéré l'eau, et à 2800 mètres de profondeur, à l'intérieur de la croûte terrestre, comme ça, on a pu, alors pas cultiver, on n'a pas su reproduire les conditions favorables, mais on a analysé l'ADN de cette eau là-dedans. Donc l'ADN, il vient forcément des organismes qu'il y a dedans, et on a déduit, d'après les gènes qu'on a su identifier, qu'il y a, alors déjà, il y a qu'un seul type de génome, donc il y a un seul type d'organisme. Et cet organisme, il a les gènes pour percevoir les nutriments et se déplacer vers eux, pour utiliser directement le carbone, du dioxyde de carbone et l'azote de l'azote atmosphérique, qui arrive à percoler jusque-là. Il peut synthétiser tous les acides aminés nécessaires pour faire ses protéines. En cas de situation défavorable, il peut se transformer en spore, donc arrêter de vivre temporairement jusqu'à ce que la situation redevienne sympathique. Et puis il peut tirer son énergie d'une respiration qui n'utilise pas le dioxygène de l'air, puisqu'il n'y en a pas à cette profondeur. Il utilise le sulfate, qui est dans l'eau qui circule à travers les roches, et le dihydrogène produit par la radioactivité à l'intérieur de la croûte, qui coupe la molécule d'eau en eau, en oxygène, et en H, hydrogène. Donc on a ici, l'organisme a été appelé Desulforuis audax viator, ce qui veut dire voyageur audacieux, qui vit à 60 degrés, pH 9, à 7000 bars de pression, et on estime qu'il arrive quand même, bon an mal an, à se répliquer tous les 3 siècles. En utilisant comme source d'énergie la radioactivité naturelle finalement. Donc ce diagramme de phase de l'eau qui contraint la vie sur Terre devient celui-ci. Au lieu d'avoir une petite barre à une certaine condition de pression et quelques températures sympathiques, on a tout un champ finalement qui exploite les très hautes pressions et qui va rechercher les hautes températures. Et on voit qu'il y a de la vie possible un peu en dessous de zéro, jusqu'à 120 degrés. Et puis à plusieurs milliers d'atmosphères. Donc les conditions d'habitabilité sont bien plus larges que ce qu'on pense. Et donc pour certains organismes, il est possible de vivre dans des conditions complètement loufoques. Alors, néanmoins, il faut de l'eau liquide. Donc l'eau liquide, j'avais comparé juste la Terre et Mars, simplement en termes de réserve d'eau. Donc la Terre, si on réduit tous les océans à une boule d'eau, ça fait quelque chose qui est à peu près cette taille-là, ce qui est déjà remarquable. Et sur Mars, on a uniquement de la glace pour une toute petite bille d'eau. Il y a 50 fois moins d'eau et elle n'est jamais liquide. Mais on peut se poser la question, ce qu'il y a ailleurs. Et il y a beaucoup d'eau ailleurs dans le système solaire, il suffit d'aller dans le système solaire externe. Donc je vous avais présenté les 2 échelles, finalement, les planètes proches du Soleil rocheuses, et puis les planètes géantes au-delà, globalement 10 fois plus loin. On va aller voir autour de Jupiter et Saturne, parce qu'il y fait plus froid, et donc c'est plus facile dans l'espace de garder de la glace quand il fait très très froid, puisqu'elle va pas se vaporiser en recevant le rayonnement solaire. Donc Jupiter et Saturne, je vous rappelle que c'est ces 2 monstres, beaucoup plus gros que les planètes telluriques, mais qui ont des satellites de taille plus raisonnable qui leur tournent autour. Donc dans les planètes géantes, on va pas voir s'il y a quelque chose, puisque c'est très 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 improbable. Par contre, vous avez ces satellites qui ont des tailles qui commencent à ressembler à Mercure ou à Mars, donc ils seraient
considérées comme des planètes tout à fait correctes s'ils n'avaient pas le malheur de tourner autour de leur planète géante. Et vous allez voir que plutôt qu'un malheur, c'est une bénédiction. Alors, je prends l'exemple de Jupiter, donc il y a un petit rappel ici. Voici un photomontage de ces 4 gros satellites, dits galiléens, puisque c'est Galilée qui les a découverts, à l'échelle. Pour comparer avec des choses qu'on connaît, celui en bas à gauche, qui est tout jaune là, à la taille de la Lune. Donc ce sont des objets tout à fait décents. On a Io, Europe, Ganymède et Callisto, qui sont tous des compagnons de Jupiter. Mythologiquement, hein, comme planétologiquement. Et puis autour de Saturne, on a aussi un certain nombre d'objets qui sont ronds. Donc ici, ce qui donnera l'échelle, c'est Titan, qui est un satellite qui fait 5000 km de diamètre, donc il fait un bon tiers de plus que notre Lune. Et puis il y a d'autres petits objets qui sont plus petits que la Lune et qui arrivent quand même à être ronds, donc ça suffit à les caractériser comme quelque chose d'assez intéressant. Et on s'arrêtera sur un de ces petits objets, hein, qui est tout petit, je vais y revenir. Alors, de quoi ils sont faits ces satellites ? Avec les télescopes d'abord, on a mesuré leur taille. Avec les sondes spatiales, on a pu vérifier. Et puis les sondes spatiales, en passant autour, ont pu voir leur trajectoire déviée en fonction de la gravité exercée par ces objets. Et donc, on a une information assez précise non seulement de leur masse, mais même mieux, on va pouvoir savoir comment la masse est distribuée à l'intérieur de ces objets. Donc on a une petite idée de si elle est centrée vers l'intérieur ou si elle est homogène à l'intérieur. Et voilà à peu près ce que l'on voit, c'est que il y a de l'eau de densité 1 et il y a de la roche de densité à peu près 3. Et pour arriver à la densité de ces objets, vu leur taille, qui est à peu près de 1,5, il faut un certain nombre de volumes d'eau, parfois jusqu'à 3 volumes d'eau et 1 volume de roche. Ça serait plus pour des choses comme Ganymède, Callisto ou Titan. Donc en faisant ce genre d'exercice, on peut voir quelle est la proportion d'eau dans ces objets. Et il y a des objets bien plus intéressants où il y a quand même beaucoup de roches et un petit peu moins d'eau. Et ça commence à ressembler aux proportions terrestres. Alors voilà ce que l'on arrive à faire comme différenciation. Hein. On arrive à savoir si on a un mélange de glace et de roche, de fer aussi, indifférencié, on appelle ça, ou alors un mélange différencié, c'est-à-dire qui se structure en fonction des densités propres de ces composés et se trient en fait en fonction de leur densité, comme dans la Terre où il y a un noyau de fer au milieu, il y a un manteau de roche autour, et puis s'il y a une différenciation et qu'il y a beaucoup d'eau, il y a un manteau de glace qui fait l'extérieur. Alors, ça c'est le cas de pas mal de ces satellites. Manteau de glace qui fait l'extérieur. Donc il y a beaucoup de glace et qui peut atteindre de très hautes pressions. Donc on peut se demander quel est l'état de l'eau qui fait ce manteau de glace. Est-ce que c'est simplement de la glace? Est-ce qu'il peut y avoir de l'eau liquide? Et on est obligé d'interroger le diagramme de phase de l'eau, mais d'aller voir dans des conditions vraiment de pression gigantesques. Et donc là, je prends un diagramme qui ridiculise le diagramme qu'on a regardé jusqu'à maintenant, qui se trouve écrasé simplement dans le trait à la base du diagramme. Ici, les pressions ne montent plus jusqu'à un millier ou quelques milliers d'atmosphères, mais on compte en dizaines de milliers d'atmosphères. Donc on va parler plus en bar, mais en kilobars, et on est à 10, 20, 30, 40 kilobars, ou en gigapascal si on veut faire plus scientifique. Et là-dedans, l'eau liquide, elle est possible à haute pression, du moment qu'il y a une température assez élevée. Alors entre 3 et 400 degrés Kelvin, donc ça correspond à peu près à 0 à 100 degrés Celsius, donc là où on sait que des organismes terrestres sont capables de vivre, eh bien on peut avoir de l'eau liquide jusqu'à des pressions de l'ordre de 30 kilobars. Hein, et donc avec la bonne température à l'intérieur de ces objets, on peut typiquement avoir certes une croûte de glace en surface, parce que le froid de l'espace impose cette condition. Il n'y a pas d'océan liquide visible à la surface de ces objets, il y a toujours une croûte de glace. Donc c'est la glace qu'on connaît. Et puis, une propriété particulière de l'eau fait que quand on augmente la pression, eh bien, on peut avoir du liquide à plus basse température que 0 degré. Et donc il y a possibilité de faire une poche de liquide jusqu'à rencontrer des pressions où finalement la pression est trop importante pour que le liquide reste liquide et les molécules sont forcées de se réassembler en un solide que l'on appelle la glace 6, parce que en fait la glace d'eau, elle peut former un nombre très important de structures. Celle que l'on connaît, c'est la glace 1. Et sur ce diagramme, il y a la glace 2, la glace 3, la glace 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc on peut imaginer une structure avec de la glace 1 qui fait une croûte de glace, de l'eau liquide, et puis de la glace 6 qui fait un manteau en dessous. Par contre, pour faire de l'eau liquide, il faut qu'il y ait de la chaleur.
Et a priori, la chaleur, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on est loin du Soleil. Mais il y en a quand même. On l'a découvert avec la sonde Voyager dans les années 70, quand elle est passée près de Jupiter, elle a remarqué que Io avait des éruptions volcaniques. Donc, qui dit éruption volcanique dit chaleur. Et j'ai pris ici quelques images plus récentes, donc de missions Galileo, New Horizons, et puis une image de la sonde Juno, qui est en orbite actuellement autour de Jupiter. Donc vous voyez, en 99, en 2007, en 2017. Alors 99 et 2007, vous avez des images visibles, on voit nettement sur le bord de la Lune un panache éruptif, donc c'est des gaz et des poussières volcaniques. Et puis en 2017, c'est une image thermique. Donc ce que vous voyez, chaque point qui brille beaucoup. Côté jour, on voit que tout brille, et puis côté nuit, on voit que il y a un fond noir et puis des tas de taches brillantes. Toutes ces taches brillantes, ce sont des volcans. Donc il y a des dizaines de volcans actifs en permanence sur Io, et on a identifié, alors actifs plus ou moins ensemble, 152. Donc c'est un objet de la taille de la Lune. La Lune est totalement froide. Et c'est remarquable qu'un objet aussi petit soit aussi chaud. Il ne devrait pas être aussi chaud. Il devrait avoir entièrement refroidi. S'il est aussi actif, c'est parce qu'il y a une source de chaleur qui le réchauffe en permanence. Quelle est-elle? Eh bien, c'est parce qu'il tourne autour de Jupiter, avec d'autres satellites. Jupiter a une force d'attraction gigantesque, et qui s'amortit assez vite avec la distance. Quand on est près de Jupiter, comme le satellite Io, eh bien on se trouve plus... la face de Io qui regarde Jupiter est plus attirée par Jupiter que la face opposée. Et donc ça déforme Io un tout petit peu, d'une centaine de mètres, donc sur un objet de la taille de la Lune, c'est assez négligeable, mais ça suffit pour le transformer un peu en ballon de rugby. Et ce ballon de rugby, comme il tourne à une certaine vitesse autour de Jupiter et pas tout à fait à la même vitesse sur lui-même, eh bien le ballon de rugby n'est jamais exactement au même endroit par rapport à la forme, et aux structures à la surface de Io. Donc il y a une déformation permanente, un peu comme ces boules anti-stress qu'on peut malaxer, et cette déformation permanente fait de la friction à l'intérieur de Io et le réchauffe. Et donc on comprend assez bien ce chauffage dû aux forces de marée, même si on ne sait pas exactement comment il s'exerce à l'intérieur de Io. Donc ici il y a un petit diagramme qui montre 4 possibilités, non exclusives d'ailleurs, où soit le chauffage se fait de manière homogène de partout, soit il est concentré dans une couche assez près de la surface finalement, qui ferait une sorte d'océan de magma extrêmement bizarre, sous une croûte, et on aurait en permanence de la lave qui peut sortir comme ça, et qui expliquerait l'activité géologique exubérante de ce corps. Alors bien sûr, Io, avec des telles conditions, il n'y a pas d'eau. Il fait trop chaud pour le coup. Toute l'eau de Io, s'il y en a eu un jour, elle est partie. Mais le satellite d'après, il subit la même chose, juste moins. Donc si on regarde autour de Jupiter, on a Io qui est chauffé fortement, et puis il y a le satellite Europe qui est chauffé un petit peu moins, Ganymède encore moins, et Callisto encore moins. Et autour de Saturne, on a les mêmes choses qui se produisent. Et les satellites qui doivent subir le plus de chauffage sont Mimas, Encelade, Thétis, puis ça va se diminuer ensuite. Donc on va aller voir ce qui se passe sur ces objets. Alors, la surface d'Europe, justement, elle est remarquable. La surface d'Europe, il y a très peu de cratères, ce qui montre qu'il n'y a pas eu le temps de s'en former beaucoup depuis que la surface existe. Donc cette surface, elle est assez jeune. C'est exceptionnel dans le système solaire, à part la Terre, il n'y a pas grand-chose comme objet qui ont une surface jeune. Il y a Vénus un petit peu. Et si on zoome sur la surface, donc on constate qu'il s'agit de glace, c'est de la glace d'eau. Donc pour le coup, il y en a. Mais cette glace d'eau, elle est parcourue de fractures de partout. Et en zoomant encore plus, donc sur l'image ici qui est grossie, donc c'est une image de la sonde de Galileo. Donc vous avez une image qui fait à peu près 50 km de large. On a l'impression de voir d'immenses icebergs de plusieurs kilomètres qui ont été disloqués depuis une banquise qui ensuite se serait reformée avec une épaisseur un petit peu moindre entre ces fragments d'iceberg disloqués. Et c'est exactement comme ça que l'on l'interprète. On pense qu'il y a une croûte de glace assez dynamique qui, de temps en temps, subit des événements qui manifestement la fracture, la découpe et permettent peut-être la modification lentement par déformation solide, comme les glaciers sont coutumiers du fait, renouvelle la surface. Et alors, il y a mieux que ça, c'est que la surface, elle est jeune et elle est fracturée, et on a détecté assez récemment, avec les télescopes spatials Hubble, des panaches
Donc ici vous avez un petit diagramme où on a sur la gauche là, les deux petits diagrammes montrent Europe, et puis il y a le secteur autour en pointillé qui est l'observation de vapeur d'eau potentielle par le télescope Hubble. Et on voit en bas légèrement sur la gauche, on détecte de la vapeur d'eau et on est capable de vérifier avec un certain modèle où on donne une certaine quantité de vapeur d'eau, qu'est-ce que ça devrait donner dans les observations, et on voit qu'il y a un panache de vapeur d'eau qui sort. Ça a été vu à plusieurs reprises, donc à chaque fois finalement qu'on a regardé sérieusement. Donc il y a des éruptions d'eau à la surface d'Europe qui mériteraient peut-être qu'on s'intéresse un petit peu plus à ce satellite. Et donc il y a deux grandes missions spatiales, une de la NASA, une de l'Agence spatiale européenne, qui sont prévues pour la décennie qui arrive. Donc voilà le modèle de l'intérieur d'Europe, c'est que on doit avoir quelque chose qui ressemble un peu à la Terre, de la roche essentiellement, avec un noyau de fer au milieu, et puis il y a un océan d'eau liquide couvert d'une banquise de glace. Alors on ne connaît pas l'épaisseur de la banquise de glace, c'est ce que les missions prévues vont essayer de caractériser. Elle peut être assez mince, et donc on a un bouillonnement d'eau avec des sources chaudes sans doute à l'intérieur qui permettent à de l'eau chaude de monter, d'arriver à la surface, de faire des éruptions, ou alors on a un océan plus réduit, mais on a le même processus qui se fait à l'état solide, à l'intérieur de la glace, avec des courants chauds qui montent et des courants froids qui descendent. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que la base de l'océan, elle est au contact avec de la roche, très probablement. Et donc il doit pouvoir y avoir des sources hydrothermales comme on les trouve au fond des océans terrestres. La pression serait similaire, la température serait similaire, et donc malgré qu'on est loin du soleil, qu'on n'a pas accès à la lumière solaire, on peut imaginer des organismes vivants qui se seraient organisés et qui auraient émergé à l'intérieur de ce satellite. Ce qui est remarquable d'ailleurs, c'est qu'il y a finalement plus d'eau liquide dans l'océan d'Europe que dans les océans de la Terre. Donc peut-être même qu'Europe serait plus habitable que la Terre, du moins si on se limite aux micro-organismes un petit peu particuliers. Alors, on pourrait même aller voir le satellite d'après, Ganymède. Ganymède est aussi différencié. Par contre, ce que l'on pense, c'est que sous la croûte de glace, il y a une petite couche d'eau, mais qu'ensuite on retrouve de la glace de plus haute pression, et donc il n'y a pas ce contact intéressant avec la roche qui permettrait énormément de réactions chimiques. Donc on ne sait pas finalement, ça mérite quand même d'être interrogé et d'aller voir aussi. Je viens maintenant à Saturne, pour terminer, avec le satellite Encelade. Et alors, satellite Encelade, c'est encore plus remarquable qu'Europe. Et finalement, c'est sur lui qu'on a vu cette activité avant d'aller la chercher sur Europe. Et donc, ça a permis, en apprenant un endroit, d'aller interroger mieux ailleurs. Encelade, c'est une boule qui a l'air d'être une boule de glace, mais il y a un petit peu de roche au milieu quand même, qui fait 500 km de diamètre. Donc, c'est-à-dire, si vous prenez une carte routière de la France, vous pouvez le mettre au milieu, il tient sur le massif central, 500 km. C'est minuscule. Et donc c'est un objet, par contre, rond, entier, c'est une mini-planète. Et on voit que sa surface, elle est aussi assez peu cratérisée. Alors ça dépend des endroits, il y a une moitié qui l'est un peu plus, et l'autre qui ne l'est pas. Et il y a des fissures, plus ou moins régulières d'ailleurs. Ces fissures, alors on a fait plusieurs observations, vous avez en bas et en haut, des observations faites à contre-jour par la sonde de Cassini, qui a observé, donc éclairée par le Soleil, qui est plus loin de la Lune que la petite Lune Encelade, on voit des panaches de matière qui brillent. Alors je vous le dis tout de suite, ce sont des panaches de particules de glace d'eau essentiellement, qui se reforment à partir de vapeur, qui est crachée par les fissures, et on a pu mesurer avec des instruments qui mesurent la température des fissures que oui, les fissures ont une température plus élevée que la banquise alentour. Alors c'est pas très élevé, ce qu'on arrive à voir comme différence, c'est juste qu'il y a quelques degrés de plus, donc tout est à moins 150 ou quelque chose comme ça, et c'est juste que je crois que les températures sont de l'ordre de 100 Kelvin, donc c'est à peu près ça, c'est moins 180 ou moins 175. Mais ça indique, comme on a une très mauvaise précision, qu'il y a effectivement des sources de chaleur au niveau de ces fissures. Et la sonde Cassini a pu, et c'est le seul endroit où on a pu le faire, passer à travers ces panaches de particules qui jaillissent de l'intérieur d'Encelade. Elle y a identifié de l'eau, évidemment, mais aussi de la glace carbonique, donc du dioxyde de carbone, du méthane, du sel, donc l'eau elle doit être salée, de la silice, donc ça c'est le constituant principal des roches, donc l'eau doit interagir avec la roche à l'intérieur, au fond de l'océan, sinon on n'en trouverait pas dans les geysers qui jaillissent, et des composés organiques assez nombreux. Alors pas extrêmement complexes, parce qu'on n'est pas capable d'analyser des composés trop compliqués, mais on a vu de la matière organique.
Et donc là, c'est assez remarquable. Il y a tout ce qu'il faut, vu les analyses qu'on a été capable de faire, pour que ça corresponde à la présence de vie à l'intérieur de cette Lune. Donc on imagine que au fond de l'océan d'Encelade, donc déjà qu'il y a un océan, il y a des réactions entre l'eau et les roches, qui génèrent peut-être du dihydrogène, en tout cas qui réagissent avec la présence de carbone dans l'eau, pour former du méthane. Et donc il doit y avoir des sources hydrothermales, et puis cette eau gigote assez pour perturber la croûte de glace et favoriser l'émergence de temps en temps de geysers en surface. Donc là, c'est vraiment un endroit où on a envie de retourner, parce qu'il faut aller interroger ce qui se passe ici. Le problème, c'est que c'est sur Saturne, enfin autour de Saturne. Et Saturne, eh bien, au plus rapide, il faut 5 à 10 ans pour qu'une sonde voyage à travers l'espace entre la Terre et Saturne. Donc c'est long, c'est un peu risqué, tout risque de tomber en panne. Et puis l'objet est tout petit objet, ça va être compliqué de se faire attraper par sa gravité pour se poser dessus. Donc communiquer à distance alors qu'il y a 1 heure de délai, signal radio, ça va être compliqué aussi. Enfin tout va être compliqué. Mais là, on a affaire à l'objet où il est plus probable qu'il y ait de la vie extraterrestre. Donc l'habitabilité n'est pas, je reprends un diagramme que j'ai montré au cours précédent, limité à un endroit dans le système solaire où la température permettrait de l'eau liquide à une atmosphère. En fait, partout où la température elle est inférieure, du moment que vous avez un petit objet autour d'une grosse planète géante qui vous chauffe, eh bien, vous pouvez imaginer des conditions qui permettent l'habitabilité. Donc ça étend énormément l'espace des possibles dans le système solaire du moins. Donc, il n'y a pas de terre de rechange, ça c'est clair, mais un ailleurs habité, c'est pas impossible. J'ai essayé de faire un petit diagramme rapide en mettant les conditions dont j'ai parlé. Plutôt, j'ai modifié un peu ces conditions. Il y a le carbone, il y en a partout, donc il englobe à peu près tout. Partout presque. Il y a l'énergie solaire, donc j'ai quand même mis Mercure en dehors de la zone carbone, parce que bon, c'est pas du carbone trop utilisable, et puis il y a trop d'énergie solaire pour le coup. Vénus, il y a carbone, énergie solaire, mais il n'y a pas d'eau. Mais dès qu'on rajoute l'eau liquide, et des roches au contact de cette eau liquide, vous trouvez à la frontière Mars, qui est presque là. La Terre, elle est pile poil dans la bonne zone. Il y a de tout. Mais il y a aussi des endroits où, quoi qu'on n'a pas d'énergie solaire, eh bien on va avoir de l'eau liquide et contact avec des roches, donc potentiellement de l'énergie. Donc Europe et Encelade sont dans ce cas-là. Et Ganymède, on peut poser la question, parce que Ganymède a de l'eau liquide. Et finalement, la glace inférieure pourrait aussi transporter des matériaux qui seraient susceptibles de subir des réactions et qui permettraient d'apporter de l'énergie à une forme de vie éventuelle. Donc il y a peut-être un ailleurs habité près de chez nous. Il faut aller voir autour de Jupiter ou de Saturne. La question reste posée, et il faut aller voir. Donc, reste une autre question, et donc j'ai dépassé mon temps, mais pour la prochaine fois, j'essaierai peut-être de poser cette question-là. Les conditions qui permettent la vie établie sur Terre sont-elles les mêmes que celles qui ont permis son apparition? Et ça, c'est une grande question à laquelle personne n'a de réponse pour l'instant. Donc on pourra discuter. Est-ce que les conditions qui permettent la vie sont plus contraignantes ou pas? Alors, je l'ai formulé dans l'autre sens. Les conditions sont pour faire apparaître la vie sont-elles plus contraignantes que les conditions actuelles ou pas? C'est plausible. La vie a pu savoir inventer de nouvelles façons d'habiter des milieux hostiles où la vie peut pas émerger toute seule. Mais ça peut être aussi l'inverse. Les conditions peuvent être plus lâches. La vie, peut-être, c'est optimisé par sélection naturelle pour les conditions actuelles de la Terre, même si elles sont très diverses, on l'a vu. Et peut-être qu'elle peut apparaître dans des choses encore plus incroyables. Donc, on essaiera de voir ce qu'en disent les gens qui discutent de ça. Merci.